Comment appréhendez-vous le regain d'intérêt depuis plusieurs années pour l'IA, en sachant qu'il y a eu depuis 1950 des hauts et des bas? Alors effectivement, l'histoire de l'intelligence artificielle est traversée de différentes disons, phases d'enthousiasme d'un côté et puis des phases de reflux. Alors avant l'intelligence artificielle, il y a eu dans les années 50 une discipline qu'on appelle la cybernétique, qui a joué un rôle extrêmement important, qui avait pour objectif de mieux comprendre les règles de pilotage de systèmes complexes. D'ailleurs, cybernétique, ça vient de kybernétiquer, en grec, qui veut dire gouvernail. C'était la science du gouvernement. D'ailleurs, il y avait un lien entre les sciences sociales et la technique. C'est ce qu'on appelait en France l'automatique théorique. L'intelligence artificielle naît donc un peu plus tard, en 1957. Juste après, il y a un enthousiasme extrêmement grand. Alors ça pénètre pas le grand public, mais c'est un public quand même relativement large qui est enthousiasmé par l'idée qu'on va pouvoir fabriquer une machine dotée de capacités extraordinaires. Et l'un des pionniers de l'intelligence artificielle, Herbert Simon, qui va devenir plus tard prix Nobel d'économie, explique que dans 10 ans, les machines, si elles ne sont pas exclues des compétitions d'échecs, vont être championnes du monde. De même, dans 10 ans, les machines seront capables de composer la musique d'une indéniable valeur esthétique. Elles démontreront des théorèmes, etc. Alors, tout le monde regarde ça un peu médisé, et quelques années plus tard, on s'aperçoit que un programme d'échecs est battu par un enfant de 10 ans. Donc c'est projection sur le futur étant démentie, parce qu'on voit bien qu'on n'arrivera pas à réaliser tout ça, ça jette un discrédit sur l'intelligence artificielle. Et il y a ce qu'on appelle un premier hiver de l'intelligence artificielle. Alors s'agit-il d'un vrai hiver? C'est très délicat parce que quand on étudie en détail, on se rend compte que beaucoup de travaux, de recherche se poursuivent à ce moment-là, et en particulier les premiers agents conversationnels, ce qu'on appelle les chatbots, sont réalisés en 1965 par un scientifique, d'ailleurs qui a eu une attitude assez remarquable. Il s'est opposé à la guerre du Vietnam, il s'est engagé comme militant, Joseph Weizenbaum. De même, les travaux sur la démonstration automatique de théorèmes ont fait énormément de progrès avec ce qu'on appelle la règle de résolution en 1965, qui a été d'ailleurs ensuite reprise par un Français, Alain Kolmérauer, qui a lancé le premier langage logique, le langage Prolog, qui utilisait cette règle-là. Donc, vous avez ces phases d'enthousiasme, de reflux, et puis ensuite de nouveaux enthousiasmes en début des années 80, avec ce qu'on a appelé les systèmes experts, la représentation des connaissances, qui va donner naissance au langage objet pour les spécialistes. Tout le monde s'en souvient. Puis ensuite, il y a eu la renaissance plus exactement des réseaux de neurones formels avec la rétropropagation de gradients. Et donc, on a effectivement des phases où on est moins enthousiaste, et puis des phases où, au contraire, on est plus enthousiaste. Alors, depuis ces dernières années, il y a eu en 2010 la naissance de l'apprentissage profond, qui a fait faire des progrès considérables, et puis ensuite l'intelligence artificielle générative, avec d'abord ce qu'on appelle les GAN, Generative Adversarial Network, les réseaux antagonistes génératifs, qui permettent de fabriquer des images totalement fausses. Et puis, depuis l'an dernier, ChatGPT, qui dans le grand public, bien sûr, a provoqué une espèce de tremblement de terre, parce que tout le monde a pu se rendre compte de ses choix sur son téléphone portable, de la puissance de ces outils. Donc, il y a, je crois d'abord, le fait que le grand public peut comprendre ce qui se passe, et puis quand même des résultats étonnants, comme cette machine qu'il a emportée au jeu de Go, comme les progrès de la reconnaissance faciale, pour le meilleur et pour le pire, bien sûr, et puis les applications dans tous les domaines, que ce soit la santé, que ce soit le domaine de la sécurité, de l'intelligence artificielle. Quels sont les risques liés à l'intelligence artificielle? Fantasme ou réalité? Alors, c'est une excellente question. Est-ce qu'il y a des risques liés à l'intelligence artificielle? D'abord, il y a des risques qui sont liés à toutes les technologies.
Pourquoi? Parce que une technologie va changer le travail. Alors ça ne veut pas dire que ça supprime le travail, contrairement à ce qu'on dit très souvent. Simplement, un certain nombre de tâches vont être automatisées, elles vont plus s'exécuter de la même façon. Et on a d'abord des métiers qui vont se faire plus rapidement, donc peut-être qu'on aura besoin de moins de personnes pour exécuter le métier. Puis surtout, il faut une certaine compétence pour mettre en œuvre ces technologies. Et le risque, c'est que les personnes qui n'ont pas été formées ne pourront pas exercer ce métier. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est la transformation politique qui est liée à l'utilisation des technologies de l'intelligence artificielle. Alors d'abord, l'utilisation pour la surveillance des populations, avec la limitation possible des libertés individuelles, mais aussi parce que on a affaire à des grands groupes dont toute notre activité sociale passe par le truchement des réseaux, et ceux qui possèdent ces réseaux ont une situation de pouvoir extrêmement grande. Alors c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui que c'est un service qui est vendu gratuitement. Ce qui est paradoxal, c'est que la richesse la plus considérable qui a pu s'accumuler ces dernières années est liée au gratuit, avec des formes de rémunération qui sont tout à fait surprenantes, puisqu'elles sont liées à la publicité, puisqu'elles sont liées au regard qu'on porte sur les choses. Et ça veut dire que ces nouveaux acteurs, eh bien, ils sont tellement puissants qu'ils peuvent exercer une espèce de contrainte vis-à-vis des États. Ils rivalisent avec les États. Donc ce sont ces transformations majeures de la société que je crois il faut essayer de comprendre aujourd'hui pour ne pas être victime de ces développements technologiques. Et puis, je crois qu'il faudrait aussi évoquer les fausses peurs, les faux risques. On a tous, bien sûr, dans notre imaginaire, cette idée qu'une machine, tout d'un coup, va s'animer d'elle-même et qu'elle va prendre le pouvoir. Or, ce que l'on sait de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est qu'elle est toujours, bien sûr, sous la domination des hommes, c'est-à-dire qu'il suffit de débrancher un ordinateur pour que celui-ci s'arrête. Mais bien sûr, ces ordinateurs, alors d'abord, il y a la peur que la machine, tout d'un coup, l'œuvre de l'homme prenne le pouvoir, et puis deuxièmement, ces ordinateurs, même si on les maîtrise, ils jouent un rôle tellement important, ils prennent une place si grande dans la vie sociale, que le fait de les débrancher causerait des troubles, transformerait l'activité au point que on hésitera à les débrancher. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'un philosophe, Ancionas, a dit il y a dans la fin des années 90, au moment où on lui posait cette question, il y a le risque que la machinerie sociale, tout d'un coup, ne puisse plus s'en passer. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez des ordinateurs dans les hôpitaux, des ordinateurs qui règlent les feux de circulation, des ordinateurs qui sont utilisés par les banques, si vous avez un problème informatique, si vous avez un piratage informatique, si vous avez une faiblesse de ce point de vue-là, vous paralysez l'ensemble de la société. Donc c'est là où on se rend compte que ça prend une importance de plus en plus considérable, et donc les risques qui sont liés à ces nouvelles vulnérabilités qui sont la conséquence de l'utilisation massive de l'intelligence artificielle. Bien. Que pensez-vous de la singularité, au regard notamment de tous les investissements qui sont faits? J'avais vu que dans les années 2015-2016, il y avait des investissements européens relativement importants. Il y a énormément d'investissements aux États-Unis, avec des écoles, avec des universités, des instituts. Pour vous, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Alors, peut-être faut-il préciser d'abord ce qu'est la singularité technologique. Singularité qui s'écrit avec un S majuscule, puisqu'il y en a une seule. Alors, une singularité au sens commun, d'abord c'est la singularité individuelle, mais c'est pas du tout de cela dont il est question, c'est la singularité au sens mathématique, c'est-à-dire un point particulier. Dans les années 70, il y avait un mathématicien français extrêmement connu qui s'appelait René Thom, qui avait travaillé sur la théorie des catastrophes. Et la théorie des catastrophes, c'est une branche de la théorie mathématique des singularités. De quoi il s'agit? C'est l'idée que vous avez des ruptures. Par exemple, vous voyez, quand vous avez
une fonction mathématique en voisinage de 0. Juste avant, elle est moins l'infini. 1 sur x, quand x tend vers 0, c'est moins l'infini. Juste après, 1 sur x, ça va être plus l'infini. Donc vous avez un point de singularité qui est une rupture. On sait que dans le domaine physique, ces singularités jouent un rôle très important. Par exemple, les trous noirs, ce sont des singularités gravitationnelles. On a vu que les fonctions mathématiques qui sont liées à la théorie correspondent effectivement à des phénomènes tout à fait particuliers, paradoxaux. L'idée de singularité vient de la science-fiction. Dans les années 50, la singularité technologique, plus la singularité mathématique, la singularité technologique, parce que on a vu assez tôt que la technique faisait des progrès considérables et qu'on était capable d'intégrer de plus en plus de composants électroniques sur une petite puce. Et donc, ça voulait dire que comme il y en avait plus, les mémoires étaient plus importantes. Et comme elles étaient beaucoup plus petites, ça veut dire que les vitesses de calcul étaient beaucoup plus grandes. Et un ingénieur qui s'appelait Gordon Moore, qui d'ailleurs est décédé il y a peu de temps, en 1923, a émis une loi en 1965 en disant, grosso modo, ça évolue de façon exponentielle, c'est-à-dire que d'ici 10 ans, d'ici 75, on sera capable d'intégrer tant de composants sur une petite puce. Puis sa loi a été vérifiée, et ensuite il a un peu corrigé sa loi, mais elle s'est vérifiée plus ou moins depuis 1965, et même depuis l'observation qu'il a faite en 1959. Et à partir de ça, des auteurs de science-fiction se sont dit, voilà, si ça augmente de façon exponentielle, on va avoir une quantité vertigineuse de composants sur une petite puce, et ça va être extrêmement rapide, et donc on va avoir des machines qui vont être plus intelligentes que nous. Alors bien sûr, ils allaient un peu vite en besogne, pour deux raisons. D'abord parce qu'ils supposaient qu'il y avait une poursuite de cette loi indéfiniment, ce qui pose des problèmes physiques. D'ailleurs, Gordon Moore lui-même, en 2015, au moment du 50e anniversaire de sa loi, a dit non, il n'y a rien dans la nature qui va jusqu'à l'infini. Donc il était même critique vis-à-vis de sa propre loi. Contrairement d'ailleurs à la société Intel, dont il avait été le président, et puis qui, elle, voulait se vanter en disant, voilà, on a un pouvoir considérable, etc. Donc première chose, c'est ça. Puis deuxième chose, et ça c'est beaucoup plus important, c'est que l'intelligence, c'est pas simplement une vitesse de calcul, et on ne sait pas très bien ce qu'est l'intelligence d'une machine. J'ai dit, l'intelligence artificielle, c'est la simulation des différentes facultés cognitives, mais l'intelligence artificielle, c'est pas fabriquer une machine intelligente, ça c'est autre chose. C'est une autre idée. En réalité, les machines n'ont pas d'intelligence en tant que telle. On comprend mieux notre intelligence avec les machines, et on projette éventuellement sur les machines un certain nombre de qualités humaines, mais on est extrêmement loin de ça, et en particulier, les machines n'ont pas de conscience. Mais alors l'idée de la singularité, c'est celle que ces machines, tout d'un coup, vont s'animer d'une conscience, et à ce moment-là qu'il va y avoir une rupture. Soit parce que les machines vont prendre le pouvoir, elles vont être plus intelligentes que nous. Alors on fait des calculs, on dit à quel moment le rythme de calcul des machines va être plus grand que le nôtre. Alors au début c'était 2023, bon là on voit bien que ça a pas, c'est pas arrivé, et d'autres ont dit voilà, ça va être 2045. L'idée, alors à ce moment-là, c'est soit donc les machines prennent le pouvoir, on a très peur, etc. Ce qu'on appelle le risque existentiel, ce dont des grands industriels comme Elon Musk nous expliquent que c'est un danger majeur pour l'humanité. Et puis l'autre façon de voir, c'est se dire on va pouvoir s'hybrider avec les machines et se greffer sur elles, et à ce moment-là continuer notre vie en dehors de notre corps physique. On va pouvoir jeter voilà, et on va devenir quasiment immortel. Alors là encore, bien sûr, ce sont des fables qui... Alors moi, je me suis amusé, j'ai écrit un petit roman, sous un nom de plume, d'ailleurs, pour pas confondre, il y a rien neige. C'est l'histoire d'un jeune homme, sa mère lui dit, voilà, moi je vais mourir, alors je vais sauter le pas, elle se télécharge sur le réseau, puis ensuite elle se réincarne, et le fils est un peu gêné parce qu'elle se réincarne dans un robot sexuel. Enfin bon, je raconte pas cette histoire. Mais tout ça pour dire que lorsque on examine de près les arguments qui sont allégués par ces tenants de la singularité, on se rend compte que, scientifiquement, ça repose sur rien. C'est-à-dire que la loi de Moore n'est pas un argument scientifique suffisant. Et il y avait des réactualisations, alors sous différentes formes, et aujourd'hui, par exemple, on a vu en 2023 des appels au moratoire
contre le développement de l'intelligence artificielle, qui reposait un tout petit peu sur la même idée. Il nous explique qu'il y a des esprits numériques à l'intérieur des machines, ce qui est quand même tout à fait étrange, parce que moi j'ai jamais vu, ces machines n'ont pas d'esprit, elles ont juste cette capacité à exécuter des tâches. Même on nous dit il y a une intelligence artificielle générale, il n'y a pas de généralité. Qu'est-ce que c'est qu'une tâche générale? Est-ce que parler c'est général? Chacun a des capacités cognitives différentes, plus ou moins développées, et on simule ses capacités cognitives. Mais il n'y a pas, l'intelligence n'est pas une substance, il n'y a pas une quantité, on n'a pas plus ou moins. Le QI, par exemple, c'est scientifiquement non fondé. C'est justement simplement des épreuves qu'on fait passer, puis on fait un test général, mais il ne peut pas y avoir d'augmentation du QI, parce que le QI se définit dans une population comme étant une courbe de Gauss. On regarde la moyenne de ces épreuves, puis arbitrairement, on fixe 100 au milieu. Alors, quand on vous dit ça augmente ou ça diminue, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Et je crois qu'il est important de préciser ces choses, parce que, bien sûr, on peut avoir sinon des marchands de peur qui nous expliquent tous les dangers de cette discipline sans que ça repose sur des fondements solides. Alors, pour terminer, ça rejoint un peu tout ce que je viens de nous dire maintenant, là. Que vous inspire cette phrase? Science sans conscience n'est que ruine de l'intelligence artificielle. J'ai trouvé ça sur Internet, j'ai trouvé ça fabuleux. Oui, alors c'est... Alors, je ne sais pas qui a dit ça. Référence à Rabelais. Oui, tout à fait. Bien sûr, c'est avec l'âme. Voilà, c'est ça. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Moi, ça m'inspire deux choses. D'abord, science sans conscience n'est que ruine de l'intelligence artificielle. Moi, ce qui m'importe, c'est pas l'intelligence artificielle, même si je suis un spécialiste de cette discipline. C'est l'homme. Et c'est effectivement le devenir de l'homme en société. Donc, est-ce que science sans conscience, science de l'intelligence artificielle, science sans conscience serait ruine de l'homme? Ça, c'est un problème, bien sûr, qu'il faut se poser. C'est pour ça que depuis un certain nombre d'années, on a des réflexions éthiques sur le développement de l'intelligence artificielle. Ça, c'est le premier point, je crois qu'il est extrêmement important. Et que ce soit la ruine de l'intelligence artificielle, j'insiste dessus, ça n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec la technologie. Et puis la deuxième question, et je voudrais renverser un tout petit peu cela. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut qu'il y ait une réflexion sur les conséquences de l'usage des technologies afin qu'on ne soit pas piégé par nos propres outils. Mais à l'inverse, j'ai l'impression que conscience sans science ne serait que ruine de la société et de l'intelligence artificielle. Je voudrais m'expliquer pour cela. Il arrive souvent qu'on ait des peurs et que ces peurs ne soient pas étayées par des résultats tangibles. Et que ces peurs nous paralysent et qu'elles nous aveuglent au point qu'elles ne nous permettent pas de voir la réalité. Et si on prend, par exemple, le règlement européen sur l'intelligence artificielle, il se fonde souvent sur des peurs sans fondement. Par exemple, il a comme armature cette notion de risque. Il y a 4 niveaux de risque. Il y a le risque inacceptable qui conduit à des interdictions, le risque élevé qui conduit à des régulations extrêmement sévères, le risque modéré qui demande simplement des exigences de transparence et le risque faible qui pratiquement ne demande rien. Or, quand on examine ce qu'il donne comme exemple, on voit que par exemple, dans les risques inacceptables, il y a 3 choses. Il y a ce qu'on appelle les techniques subliminales, deuxièmement, les systèmes de notation, troisièmement, la biométrie en temps réel. Or, si on examine de près, la notion de technique subliminale repose sur une expérience qui a été faite dans les années 50, justement en 1957, par un publiciste américain, James Garrett, qui expliquait que s'il mettait des messages dans des films toutes les 25e de seconde, eh bien, il arrivait à influencer. Il disait par exemple, buvez du coca, mangez du popcorn, et vous aviez une augmentation des ventes de coca et de popcorn. Bien sûr, tout le monde avait peur à l'époque, c'était absolument effrayant. On se disait, c'est de la persuasion clandestine. C'est-à-dire qu'on va vous convertir comme ça sans que vous sachiez, parce que ça n'arrive pas à la confiance. Le problème, c'est que des psychologues ont essayé de reproduire ça. Et ils y sont jamais arrivés. Et James Bucari était obligé d'avouer, en 1962, qu'il n'avait jamais conduit les expériences qu'il mentionnait. C'est quand même assez incroyable que 68 ans plus tard, la communauté européenne interdise quelque chose qui est une légende totale. Donc c'est absurde, c'est assez surréaliste, c'est amusant.
Mais après, on pourrait se dire, oui, d'accord, mais ce qu'ils veulent, c'est interdire la manipulation inconsciente, ce qu'on appelle tout ce qui fait que on persuade les gens, etc. Oui, mais si c'était ça, ça voudrait dire qu'ils interdiraient la publicité. Or, on n'imagine pas une seconde que la communauté européenne va interdire la publicité. Donc oui, c'est un message truqué. Après, on peut revenir d'ailleurs sur les systèmes de notation, c'est assez cocasse, parce que on nous dit, on interdit les systèmes de notation. Mais sauf que dans les banques, il y a des systèmes de notation. Alors on lit la loi, on se rend compte qu'il y a plein d'exceptions. Il y a des exceptions pour tous les acteurs privés, parce qu'ils font un lobbying énorme autour de la Commission européenne, et il n'y a que les autorités publiques qui sont prises. Alors bien sûr, moi, je pense qu'il faut surtout pas qu'on aille vers un système de notation généralisé comme celui de la Chine, mais la notation, dans la mesure où elle est régulée, peut être utile. Il y a un système de notation qui est très impopulaire, c'est le permis à points. Alors, est-ce que c'est donc c'est une notation publique, c'est les autorités qui la mettent en œuvre, donc elle devrait être interdite. Et ça utilise de l'intelligence artificielle. Quand vous faites flasher sur l'autoroute, vous allez trop vite. Donc effectivement, on peut discuter, mais le permis à points, à condition qu'il soit transparent, à condition qu'on puisse récupérer ses points, à condition que ce soit pas une opprobre publique. Enfin, il y a tout un tas de conditions. Ça a eu des effets positifs, c'est-à-dire que le nombre de morts sur les routes a diminué. Donc, on voit bien que on se retrouve dans une situation, d'autant plus que je n'imagine pas que les États vont supprimer le permis à points. Et puis on peut continuer. Alors, on va à l'autre bout de la chaîne sur cette notion de risque, c'est les utilisations sans danger. Et là, quand on regarde les exemples qu'ils nous donnent, ils disent, il y a les filtres à spam. Les filtres à spam, pour moi, c'est de la censure, et elle peut être exercée par les grands opérateurs. Moi, je trouve que c'est quand même dangereux. On a besoin d'une certaine transparence. De même, les jeux vidéo, on vous dit, ça, c'est pas dangereux. Les jeux vidéo, quand même, ça provoque des addictions. Donc, vous voyez, tout ça, je crois, ça mérite une réflexion. Le problème avec les technologies, c'est qu'elles ne sont jamais ce qu'on va imaginer qu'elles soient, elles nous surprennent, et donc il faut, je crois, avoir cette capacité à anticiper sur le futur. Et dernier point, je crois qu'il y a souvent, on agite des chiffons rouges, par exemple, on a extrêmement peur de la reconnaissance faciale, ce qui est effectivement un tout petit peu effrayant, parce que c'est l'idée qu'on vous reconnaît dans la rue, qu'on est capable de vous suivre en temps réel, mais il y a des applications de la reconnaissance faciale qui peuvent être extrêmement utiles, et à condition bien sûr que on sache ce que l'on fait, on sache quelles sont les finalités dans chaque cas de ces technologies. Je pense que on peut se mettre d'accord, et que pour ça il faut une démarche scientifique, une démarche rigoureuse, une démarche expérimentale, s'assurer que on les utilise que pour la finalité pour lesquelles elles ont été définies, et que tout le monde est d'accord avec cette finalité. Et je crois que c'est cette démarche scientifique qui sera extrêmement essentielle pour établir la confiance dans la société du futur. Donc je crois qu'il faut que la conscience, c'est-à-dire que nos craintes vis-à-vis de ces technologies, se fondent aussi sur des éléments objectifs, rationnels et rigoureux. Bien, écoutez, on arrive au terme de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps, et puis de cet exposé très complet. Voilà. Merci. Merci.